Les 5 étapes clés d'une rénovation réussie. Alors là, on est vraiment dans ton domaine de prédilection, Kevin. Les 5 étapes clés. Alors, première étape, comment trouver les bons artisans? Alors, trouver les bons artisans, tu as plusieurs façons de le faire. Les façons sont les suivantes. Donc, tu as principalement le bouche à oreille, la recommandation d'une personne qui a déjà effectué des travaux par telle ou telle société, qui va te recommander également cette même personne pour des travaux similaires ou qui sont dans le même domaine. Également, pour trouver des bons artisans, ce que tu peux faire, c'est forcément en tester toi-même. Donc, tu peux voir au fur et à mesure du temps, même sur une seule opération, tu vas pouvoir tester un artisan, te rendre compte que c'est pas la bonne personne. Tu vas forcément, à ton tour, vu que tu as eu une mauvaise expérience, tu vas pas la recommander. Tu auras peut-être entre-temps une nouvelle recommandation d'une personne que tu connais qui va te présenter quelqu'un de beaucoup plus fiable. Et ça, dans n'importe quel domaine et n'importe quel corps de métier. L'essentiel pour trouver un bon artisan, c'est soit essayer d'en trouver un soi-même, et à ce moment-là, tu pourras juger s'il te convient ou pas. Le bouche à oreille ou les réseaux sociaux ou également Google tout simplement en tapant un mot-clé avec une notation tout simplement qui sera mis en place en fonction de la qualité et le professionnalisme de la personne. Au final, alors, Google, je précise pour les anciens comme moi qu'il y a aussi les pages jaunes. Quand on a grandi avec les pages jaunes, on n'en démord pas. Toi, tu connais pas, mais il y a Google et les pages jaunes et Google valable. Mais il y a des artisans qui sont pas forcément bien référencés. Mais ok, c'était l'aparté. Ouais, disons que voilà, t'as pas non plus 50 000 façons de trouver des bons artisans, c'est quand même assez limité. C'est une histoire d'expérience. Si c'est pas une expérience personnelle, c'est une expérience dans ton entourage en fait, qui a été fait en amont et qui eux peuvent effectivement te recommander des personnes fiables où ils ont eu eux-mêmes une bonne expérience. Mais c'est pas parce que eux ils ont eu une bonne expérience que tu auras forcément une bonne expérience. De manière générale, tu as 90% de chances que ça se passe sans souci, mais moi il m'est déjà arrivé qu'on m'ait recommandé des personnes avec qui ça s'est très bien passé pour d'autres ou ça s'est pas bien passé pour moi. Peut-être parce que le niveau d'exigence n'est pas le même, parce que le niveau de satisfaction n'est pas le même, je sais pas, ou peut-être que c'est moi qui est juste trop exigeant de manière générale, donc je sais pas. Et du coup, tu as trouvé des artisans, est-ce qu'il faut faire des devis comparatifs? Alors ouais, tu peux effectivement faire des devis comparatifs et je pense que c'est quelque chose de primordial et de nécessaire parce que d'un artisan à un autre, en fait, si tu veux, tu as une variation de prix qui peut être relativement importante suivant les sections et les corps de métier. Donc effectivement, il vaut mieux avoir 3-4 sons de cloche différents et avoir 3-4 devis différents d'artisans où tu pourras justement là, à ce moment-là, juger et te dire bon, je vais plutôt partir sur ce principe-là avec cette personne parce qu'au niveau du prix on est un petit peu mieux et où partir avec cette personne-là parce que je sens qu'au niveau du feeling et au niveau de l'humain ça se passe beaucoup mieux avec cette personne qu'avec un tel ou un tel. Tu sais la compétence quoi, du coup tu apprécies la compétence. C'est ça. Parce que la question donc c'est le point 2, hein, faut-il faire des devis comparatifs mais sur quelle base? Parce que si tu prends 5 artisans, chacun va apprécier les travaux de façon différente. Il y en a qui vont faire des forfaits par pièce, il y en a qui vont faire le détail de chaque interrupteur, chaque prise de courant. Et au moment où tu vas faire les travaux, tu vas lui demander d'ajouter une prise de courant, il va dire ah ben c'était pas prévu, c'est pas sur mon devis, regardez. Ah bah oui mais c'est un devis détaillé, bah oui moi je fais des devis détaillés. L'autre fait des devis par forfait, mais les devis par forfait, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Sur quoi tu te bases pour comparer les devis? Chaque artisan, il a une façon différente de travailler, une façon différente d'écrire les devis. Effectivement, tu as ces personnes qui font des forfaits et des personnes qui vont tout détailler dans l'intégralité. Mais personnellement, c'est un petit peu barbant pour moi de devoir lire un devis et je me mets à la place d'une personne qui ne connaît pas les mots techniques qui vont être divulgués par les artisans. Au final, c'est du chinois, tu comprends rien. NF115, machin, etc. On te met un numéro de norme, un numéro de prise, on te parle de section, tu sais pas du tout de quoi on parle. Souvent, les personnes qui font des forfaits, ce sont des personnes où c'est relativement clair au niveau du descriptif et du détail, mais t'as pas forcément la quantité qui va être mise en place dans, par exemple, remise à niveau ou mise en place de prises électriques. Ok, mais combien? Non, mais en fait, non, je parlais que de 7 pièces. Non, mais en fait, c'est pour l'intégralité de l'appartement. Je pense que c'est à toi, si t'as une question à poser, faut la poser. C'est-à-dire que si on te pose un devis, on te montre un devis, on te propose un devis, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas,
appelle l'artisan et demande-lui, là j'ai pas trop compris, le principe de forfait c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Forfait, est-ce que ça veut dire que peu importe ce qu'il y a derrière les murs quand vous allez effectuer les revêtements mural, c'est pris en compte? Ou est-ce qu'il y a un supplément, ou il y a quelque chose qui va se rajouter en plus? Ou est-ce que justement ces éventualités-là sont comprises dans le forfait? Tu vois, je pense qu'il faut juste... Mais pour ça, il faut savoir quelles sont les éventualités possibles. Quand tu démarres, tu penses pas à tout. Et donc tu sais pas parce que tu n'as pas d'éléments de comparaison. Tu dis, je voudrais un devis pour refaire cette pièce et il te fournit un devis de 4 pages. Donc tu dis, c'est complet. Mais non, il va dire, bah non, ça y était pas. Exactement. Mais tu peux pas savoir que ça y était pas. L'un dans l'autre, si tu veux, en réalité, l'un dans l'autre ne change rien s'il y a une incompréhension à l'origine. Oui. La personne a beau te décrire et te faire un beau descriptif de son devis détaillé, si toi tu comprends pas ce qu'il y a dedans, ça ne changera rien avec le mode de procédé où la personne te fera un descriptif en forme de forfait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être clair depuis le départ avec l'artisan qui viendra sur place et lui dire voilà, je souhaite changer toutes les prises électriques, on compte les prises électriques ensemble dans l'appartement. D'accord. On met tout en place et je veux que le nombre de prises électriques qu'on vient de définir ensemble à l'oral soit répercuté et noté sur le devis. Je souhaite rajouter 5 prises complémentaires, je veux une autre ligne avec le rajout de 5 prises, 5 créations de prises supplémentaires. C'est vraiment le détail, mais le détail en réalité c'est toi qui le mets en place. Si toi derrière tu souhaites rénover un appartement et que tu oublies certaines choses dans ta rénovation, bah forcément, l'artisan il va pas forcément te dire ah et au fait est-ce que vous faites les faux plafonds mais les faux plafonds du coup est-ce que vous les souhaitez isoler ou on les pas? Si on les isole, est-ce que vous voulez mettre de la laine de verre ou de la laine de roche? Exactement. C'est plein de choses comme ça qui vont faire la différence, mais tu as des artisans qui ont l'habitude et qui vont proposer et tu en as d'autres qui vont simplement écouter. Donc si toi, tu ne sais pas spécialement ce que tu souhaites mettre en place ou tu ne connais pas le système 1, le système 2, le système 3, les variations, les possibilités envisageables avec le plafond, par exemple, une personne qui ne savait pas qu'on pouvait mettre, c'est une bêtise, peut-être que ça peut sembler anodin et logique pour certains et c'est par manque de connaissances, d'autres personnes ne vont pas prendre en considération, ils ne vont pas savoir de quoi on parle. Si une personne qui te fait le placo, les faux plafonds par exemple, bon ben voilà, on vous fait les faux plafonds, mais que toi tu ne dis pas à l'avance que tu souhaites les isoler également, il va pas forcément te le proposer. C'est ça. En toute bonne foi, tu dis bon moi je fais un faux plafond, c'est bon, alors que c'est mieux si c'est isolé, mais s'il ne le propose pas, ben, ça permet d'avoir un devis moins cher. Mais si on compare avec l'autre qui est plus cher, ben, peut-être que l'autre est plus cher parce qu'il propose de l'isolation, et donc c'est compliqué à comparer, surtout quand il y a un forfait. Et les systèmes de chauffage pareil, il y en a un qui va, pour être moins cher, il va mettre des systèmes de chauffage anciens, chauffage radiant, des radiateurs à inertie sèche, oui. Ça permet de faire la distinction de prix, mais il faut vraiment regarder ligne par ligne ce qui change, parce que quand il y a une grosse différence de prix, il y a forcément une raison. Comme quand tu vas manger au restaurant, bah, tu as ton plat de base et puis ensuite tu rajoutes des suppléments. Et c'est à peu près la même chose, hein. Si tu regardes bien, tu vas avoir la base et ensuite si toi tu souhaites rajouter des fonctionnalités justement vis-à-vis de ça, c'est toi qui dois le définir. Et pour ça, il faut savoir ce que tu veux. Et si encore une fois l'artisan ne te propose pas des variantes, bah, si toi tu connais pas, effectivement tu peux pas le savoir. Mais c'est vrai que souvent, très souvent, la variation de prix, elle est due à des matériaux ou des choses qui sont ajoutées chez l'un et qui sont supprimées chez l'autre. C'est ça. Alors du coup, vu que toi tu t'y connais bien, parce que tu as une très grande expérience, parce que tu l'as fait toi-même au départ, dans la mesure où toi-même tu étais dans le bâtiment, donc tu sais exactement ce qu'il faut, où il le faut et comment il le faut. Du coup, chez toi, il n'y a pas d'imprévu. Ou alors, est-ce que tu sais prévoir l'imprévu? Comment ça se passe? Alors, question numéro 3, troisième clé, prévoir l'imprévu. Donc, prévoir l'imprévu, ouais, c'est une de mes phrases fétiches, surtout en termes de travaux. C'est, à mon sens, super important. En fait, le problème, c'est que tu as beaucoup de personnes qui vont lancer ils vont se lancer dans les travaux, mais ils ne connaissent pas
le montant total de ce que ça va coûter réellement. Donc la première chose, pour prévoir un imprévu, il va falloir se laisser une marge d'erreur. Donc la marge d'erreur, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est le principe de laisser entre 15 à 20% de marge, c'est-à-dire augmenter l'enveloppe travaux que tu vas percevoir par ton banquier ou si c'est des fonds propres, tu rajoutes 20% au cas où si jamais il y a des soucis. T'as beaucoup de personnes qui vont vouloir gratter certaines choses en pensant faire des économies, comme par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui voulaient toujours reprendre le sanitaire sur l'existant. Oui. Et ça paraît logique pour faire des économies. Pour faire des économies, parce que du coup, on va reprendre sur le cuivre existant, on va repiquer dessus et on va refaire des raccords neufs à partir du point A jusqu'au point B, le nouveau point B qui sera tiré. 90% du temps, ce qui se passe, c'est que du point A au point B, il n'y a aucun souci, mais c'est toute la base, l'origine qu'on n'a pas changée, où il y a eu un dégât des eaux. Pour le coup, là, l'assurance décennale, elle ne le prend pas en compte parce que l'artisan, il va se prémunir justement de tout ça en marquant rénovation sanitaire sur canalisation existante, par exemple. Ouais. Donc, il y aura un point A du point A au point B. Ce qui fait que du coup, en termes d'assurance décennale, forcément, l'assurance, il va dire oui, mais monsieur, là, notre artisan, il vous a dit c'est sur les canalisations existantes. Il n'a pas refait une installation à neuf. Tout ce qui était avant, c'est ce qui était existant. Donc, ça n'a rien à voir avec la pause. Alors ça justement, c'est des gens qui souhaitent, ils vont prévoir l'imprévu ou plutôt ils vont vouloir faire des économies sur une mauvaise façon de faire. Là c'est plutôt, la phrase ce serait plutôt le pas cher coûte cher pour le coup, parce qu'on a voulu minimiser le coût des travaux et au final on se retrouve avec un dégât des eaux monstrueux qui n'est même pas pris à la charge au final. Parce que c'est l'installation existante. C'est l'installation. Donc qu'est-ce que tu conseilles dans des cas comme ça? Donc tu sais que potentiellement sur les installations existantes il va y avoir des problèmes, donc toi tu dis il faut les changer même si ça coûte plus cher à faire. Si tu veux, tous mes appartements, mais vraiment dans son intégralité, j'ai toujours arraché toutes les canalisations et j'ai repiqué l'intégralité de A à Z. Ah oui. Hormis, bien sûr, quand tu es en copropriété, tu as la canalisation de sang existante, par exemple pour les WC, où là, tu n'as pas le choix de te repiquer dessus et tu refais toute ton installation à partir de la canalisation. Mais parce que là, tu n'as pas le choix. Mais sinon, en fait, je reprends vraiment l'intégralité du réseau. Je mets en règle générale, pour la partie sanitaire, je vais mettre des nourrices sanitaires en place et je repique l'intégralité. Les nourrices sanitaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un collecteur qu'on met en place avec plusieurs tubes PER multicouches ou cuivre qui permettent d'alimenter un réseau d'eau comme la cuisine, la salle de bain, la douche, etc., etc. Le WC, etc., etc. Le principe de la nourrice, pourquoi je le mets en place, c'est au cas où si un jour j'ai une fuite sanitaire pour X raison dans mon appartement, je me rends donc dans le local technique où j'ai mis en place la nourrice et je vais couper l'arrivée d'eau où se situe la fuite. C'est-à-dire que si j'ai une fuite dans ma cuisine, je coupe l'arrivée d'eau uniquement pour ma cuisine. Tout le reste est fonctionnel, il n'y a aucun souci. Le locataire ou le voyageur peut disposer du logement sans aucun problème. On fait l'intervention rapidement et le locataire n'est pas embêté et il y a le reste des fonctionnalités qui fonctionnent de manière générale. Donc je pense que pour toi, la quatrième étape, c'est connaître le prix des matériaux et le prix de la main-d'œuvre localement. Comment tu fais pour connaître le prix des matériaux et de la main-d'œuvre? Il est bien de se renseigner dans un premier temps, malgré que ce sont des chiffres assez relatifs. Sur Internet, vous avez la possibilité, en tapant des mots-clés relativement simples, comme par exemple prix pose au mètre carré, parquet, on va te donner une fourchette de prix. Tu auras une fourchette de prix qui sera calculée avec le matériel et une fourchette de prix qui sera juste pour la pose. D'accord ? Ça te permet dans un premier temps déjà de savoir c'est quoi le prix moyen de manière générale en France. D'accord ? Ça, c'est la moyenne. Maintenant, suivant la localité où tu te situes, ce sera plus ou moins cher. Je te prends un exemple. Si tu habites à Paris, forcément, étant donné qu'il y a plus de charges pour un employé ou un employeur en Île-de-France, forcément, il va facturer plus cher la prestation qu'une personne qui se trouve en Alsace. Parce qu'ils n'auront pas les mêmes charges, ce ne sera pas le même mode de train de vie, etc., etc. Donc, il est bien de savoir, dans un premier temps, via Internet pour avoir la moyenne, mais par la suite, ce qu'on peut mettre en place,
c'est par exemple, ce que j'ai fait moi personnellement, c'est se rendre dans les petits magasins de bricolage et justement faire une comparaison des tarifs. La paroi de douche, bon ben voilà, la moyenne c'est entre 100 et 400 euros suivant le modèle que je prends, parce qu'on a toujours de l'entrée de gamme, donc le bas de gamme, du milieu de gamme et du haut de gamme. En location ou plutôt en investissement immobilier, je pense que le milieu de gamme suffit largement, le haut de gamme ne sert à rien. Si on part sur de la location nue classique, dans l'hypothèse où bien sûr tu loues pas une villa, si c'est une villa 400 mètres carrés avec des prestations haut de gamme, bien sûr là on parle d'autre chose, mais de manière générale on va viser du milieu de gamme, mais jamais du bas de gamme, parce qu'encore une fois le pas cher coûte cher. Je te prends un exemple, tu achètes du parquet 3-4 euros du mètre carré parce que tu te dis bon ben voilà, là je fais une superbe économie, ça va me coûter beaucoup moins cher. Au final, pas du tout, parce que ce parquet là tu vas le changer dans 5 ans, alors qu'un parquet beaucoup plus cher tu vas le changer dans 15-20 ans. Et donc du coup tu auras juste gagné 4 fois plus d'emmerdes sur ce laps de temps. Donc j'en parlais d'ailleurs dans une autre vidéo où j'avais donné le même exemple, mais parce que c'est vraiment un cas concret. La pose de parquet, la pose de baladome ou la pose de cuisine ou ce que vous voulez, le pas cher coûte cher. Donc je préfère partir sur du milieu de gamme, et encore une fois, pour connaître les prix des matériaux, il faut vous rendre sur place ou regarder simplement sur internet. Vous avez Leroy Merlin, Brico Dépôt, Castorama, tous ces sites-là, vous avez des comparatifs où vous pouvez voir et vous faire une idée de combien ça coûte tel ou tel élément. Alors justement, j'avais déjà proposé à des artisans de leur fournir les matériaux que je souhaitais acheter chez Brico Dépôt ou Leroy Merlin. Et en fait, ils te disent non, moi je fais pas les travaux si c'est pas moi qui fournis le matériel, parce que je peux pas engager ma responsabilité sur du matériel dont je ne connais pas l'origine ou la qualité, d'autant plus que Brico Dépôt c'est bien pour le particulier et c'est réputé pour être des produits moins chers, donc théoriquement pas d'aussi bonne qualité. La plupart des artisans et des entreprises qui ont pignon sur rue dans le bâtiment ont leurs fournisseurs à elles qui n'ont pas pignon sur rue. Des fois ils t'envoient dans un entrepôt, va choisir le matériel dans l'entrepôt à telle adresse. Comment tu fais avec ça? Parce que là du coup les prix sont pas comparables. Les prix chez Brico Dépôt sont accessibles pour tout un chacun si tu fais la rénovation toi-même, mais l'artisan va dire moi je me fournis pas chez Brico Dépôt, et donc forcément le parquet ou la paroi de douche que je vais aller trouver chez mon fournisseur, ça va être du qualitatif, mais forcément ça sera plus cher. Alors si tu veux, par rapport à ça, en réalité, les artisans, il faut savoir déjà que forcément, c'est dans leur intérêt de te vendre le matériel puisqu'ils mettent une marge. En général, la marge, elle est à hauteur de 30% de manière générale. D'ailleurs, dans bon nombre de business, c'est à peu près 30% de marge quand tu effectues une revente sur un produit. Donc, si tu veux, ça c'est la première chose, mais ce qu'il faut faire, à mon sens, via des artisans qui voudront absolument te vendre le matériel, c'est dire, ok, tu peux me vendre le matériel, mais par contre, moi, mon budget maximum pour ce produit-là, c'est tant et tant. D'accord. Voilà. Faut le définir à l'avance, c'est cadré, et du coup, la personne, elle doit s'y tenir, tout simplement. Si la personne, elle s'y tient pas, faut éventuellement voir avec un autre artisan, voir s'il y a la possibilité d'acheter toi le matériel. Maintenant, les artisans, en fait, qui disent qu'ils ne souhaitent pas prendre la responsabilité par rapport au matériel qui ne sont pas de leur fournisseur, c'est, en règle générale, c'est souvent les sanitaires et les électriciens. Les électriciens, ils aiment beaucoup travailler avec Schneider ou Legrand, et pour les sanitaires, ça va être souvent du Geberit et du Grohe par exemple, ou du Hansgrohe, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qualitatives et ce sont des choses simples à poser. Je te prends un exemple, un WC suspendu. Si tu prends un WC suspendu chez Brico Dépôt, c'est un WC à 100-150 euros et c'est une vraie galère à poser. J'en ai posé pas mal et c'est effectivement de la merde en termes de produits, parce que tu as toujours des fuites, tu as toujours des soucis, etc., etc. Ce qui fait que forcément, toi derrière, tu te retrouves à poser une merde que tu ne poses pas de manière générale, tu perds du temps, et du coup la perte de temps, perte d'argent forcément pour l'artisan. Je parle bien en tant qu'artisan là sur cet exemple-là. Un artisan électricien ou sanitaire, personnellement, je leur laisse toujours acheter leur propre matériel, ça me dérange pas, parce que il est également dans mon intérêt de ne pas avoir de soucis à ce niveau-là. Tu vois, je préfère avoir un joli tableau Legrand avec toutes les bonnes fonctionnalités, tout qui va bien et qui dure dans le temps, que d'avoir un vieux tableau de chez Brico Dépôt qui est pas joli en plus et sur lequel je vais peut-être avoir un différentiel qui va griller au bout de 2-3 mois, ce qui ne sera pas forcément le cas sur du Legrand ou du Schneider. Après, pour tout ce qui est des autres matériaux, donc revêtement mural ou revêtement de sol, de manière générale, les tarifs se valent entre professionnels et magasins de bricolage.
D'accord, c'est bon à savoir. Et donc 5e point pour une rénovation réussie, c'est se projeter dans le bien fini. Comment tu fais pour te projeter? On a pour coutume de dire que la majorité des acheteurs, comme les investisseurs, ne savent pas se projeter. Ils savent apprécier le bien quand il est fini, mais quand il n'est pas fini, la grande difficulté, c'est se l'imaginer fini. Quelles sont tes astuces? Parce qu'en fait, le problème, c'est de réussir justement à s'imaginer la chose. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis, mais quand je fais une visite d'un appartement, j'ai la capacité de pouvoir dire ok, je vais abattre ce mur, là je vais créer un grand salon. Je vais c'est aussi un entraînement du coup. C'est un entraînement, voilà. Je pense que en fait, si tu veux, la visualisation et la capacité à pouvoir aménager les choses et à se projeter, c'est vraiment une histoire de répétition. Il faut rentrer dans les appartements, faire des visites et s'imaginer la chose. Ok, si c'était chez moi, j'aimerais bien supprimer ce mur parce que là, vu que tu as le salon, je mettrais bien, par exemple, la salle à manger avec. Je n'aime pas les portes, je n'aime pas quand c'est cloisonné, donc j'aime l'espace ouvert. L'espace ouvert, donc je vais abattre ce mur. La salle de bain du fond, je la trouve trop petite. Comment est-ce que je peux faire? Et c'est une histoire c'est une histoire de questions. Il faut se poser les bonnes questions. Tu vois. Cette salle de bain, elle est trop petite. Comment est-ce que je peux faire pour l'agrandir? Est-ce que j'ai la possibilité techniquement d'avancer ce mur de X centimètres? J'ai une chambre qui est côté rue. Je suis assez réticent par rapport au bruit. C'est quelque chose qui me gêne pendant mes nuits. Je préférerais avoir une chambre côté cour où on n'a pas du coup toute cette pollution sonore. Comment est-ce que je peux faire et est-ce que c'est possible de déplacer du coup le salon dans la chambre et la chambre au salon? Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses en fait un petit peu toutes bêtes, mais je pense que c'est déjà une histoire de raisonnement de base. Et le problème, c'est que beaucoup de gens qui achètent des appartements ne savent pas ce qu'ils veulent à l'origine. Oui. Et quand tu sais pas ce que tu veux à l'origine, bah forcément tu sais pas où tu vas. Oui, mais ça décide de l'entraînement. C'est vrai que on peut très bien basiquement dire que quand tu commences par un studio, il n'y a pas de grosses surprises parce que le raisonnement tel que tu le tiens demande de l'expérience et effectivement pour optimiser un intérieur, ça demande de l'expérience. Au départ, c'est pas évident. Alors, il existe un site et il en existe plusieurs, mais je pense notamment à celui que j'utilise, c'est Home by Me. On mettra le lien dans la description. Home by Me, dans la mesure où on peut vraiment s'amuser à faire des plans, les voir en 3D, changer la déco et ça permet, là j'aime bien, ça me permet de visualiser. Mais ça demande un peu de temps parce que il faut prendre les cotes, faire des vrais plans et pouvoir se projeter. Et puis là, on peut facilement modifier les pièces et les surfaces. Alors, tu as Home by Me. Au début, moi, je travaillais souvent avec Cozy Casa. Et au-delà de Cozy Casa, maintenant, j'aime bien faire des plans sur SketchUp. Oui. C'est pas mal. C'est un peu plus complexe quand même parce que c'est des modélisations en 3D. Donc, ça nécessite quand même un petit peu plus de technique. Mais ouais, tu as pas mal de logiciels qui te permettent effectivement de te projeter justement dans une future acquisition et faire des éventuels modifs.